t'inquiète pas, on va bien voir, à mon avis, ils vont poser des questions. Je pense. Ça va bien se passer. Cause. Les derniers peuvent s'asseoir. Janine est déjà assise, donc ça va. Oui, moi aussi. Tu peux y aller. Venez, je crois. Non. Donc on va reprendre sur les sessions de l'après-midi. J'espère que vous avez apprécié la matinée et puis le repas. Hein, c'est la première année où on fait un cocktail déjeunatoire ouvert à tous. Donc on essaiera de reproduire les années suivantes. Alors j'ai 3 informations avant de débuter les sessions. Vous avez dans vos pochettes des questionnaires de satisfaction. Donc ce serait bien de les remplir évidemment après les sessions de l'après-midi et de les remettre à Florence à la sortie. Deuxième chose, je voulais vous présenter le comité d'organisation. On a élargi cette année le comité de manière à être en pluriprofessionnalité et pluridisciplinarité. Donc Virginie, Xavier, Claire, on s'est entouré cette fois de Paul, Janine, Florence et Bonazébi. On a essayé de couvrir aussi la région et c'est vrai que je voudrais remercier ce comité d'organisation. Je pense qu'on a travaillé pour préparer ces réunions et c'est vraiment un élément important pour les futures réunions. J'en profite pour excuser Claire Delorme. Claire a encore fait des cascades et a des soucis avec sa cheville et elle ne pouvait pas descendre l'amphithéâtre. Donc elle nous manque beaucoup aujourd'hui et je voulais l'excuser. Donc je vous propose de passer aux sessions de l'après-midi. Alors avec le comité d'organisation, on a lancé un défi et on a choisi de lancer un défi au docteur Kaluzinski, qu'on connaît bien et qu'on apprécie. Et on lui a demandé de parler d'asthénie après le repas, mais je suis sûr qu'elle va le relever très très bien. Merci Stéphane. Alors... Bonjour, alors oui, merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'au départ, on m'a dit, voilà, un topo sur l'asthénie. Bon, déjà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ? Il va falloir que je travaille un peu. Puis alors, quand j'ai vu l'horaire, je me suis dit, super. Sachant que on va y revenir, mais alors, il ne faut pas faire de sieste. Hein. Alors, j'espère que vous allez suivre le topo. Alors, comment la gérer ? Voilà, je me suis dit, comme je vous ai dit, je ne savais pas trop comment faire. Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup appuyée. Donc, on a parlé des référentiels de l'AFSOS, et il y en a un sur l'asthénie, un sur la prise en charge physique, si on va revenir. Donc, je me suis beaucoup appuyée dessus avec d'autres documents pour faire ce petit topo. Donc, on va repartir bêtement de la définition, parce que finalement, c'est un petit peu vague. Comment on fait un peu le diagnostic, les étiologies, et puis comment on prend les patients en charge. Donc, la définition... c'est vrai que c'est compliqué, l'asthénie, la fatigue, hein, c'est la même chose. C'est une sensation subjective, hein, en dehors d'un effort récent, et qui est cliniquement significative. Donc c'est vrai qu'en fonction de chacun, ça va être plus ou moins, on va avoir cette sensation un petit peu particulière. Et donc pour les patients, ils vont plus ou moins être gênés un peu aussi de leur statut antérieur. Donc elle peut être physique, cette asthénie, ou psychique. Hein, et effectivement, quand c'est physique, on est plutôt fatigué en fin de journée. Quand c'est psychique, c'est dès le matin où on se sent fatigué. Donc c'est vrai qu'après, il faut faire attention parce que ça peut être confondu avec tout ce qui compose, ce qu'on dit l'état général ou la performance du patient. Hein, donc qui finalement, ça c'est, c'est les index OMS, tout ça, mais qui ne sont pas forcément liés à la fatigue. Ça peut être simplement la maladie. Donc souvent, il y a plein de choses qui sont englobées dans ce terme. On est fatigué, mais on va voir un petit peu les différentes étiologies après. Par contre, si on prend en charge cette asthénie, cette fatigue, on sait que ça va être un critère dans la qualité de vie des patients, dans leur acceptation des soins et dans la satisfaction des soins. Alors la fréquence, globalement, 80% des patients, si on nous interroge dans les études, décrivent une fatigue. Donc finalement, on se dit, ça fait quand même beaucoup. Pratiquement 100% quand ils sont en phase de traitement, que ce soit chimio, radiothérapie, immunothérapie, tout ce qu'on veut. Mais ce qui a été noté en fait plus récemment, c'est que même après les traitements et même après à distance, puisqu'il y a des études à 2, 3 ans après les traitements, voire 5 ans, il reste 15 à 35% des patients qui décrivent qu'ils sont toujours fatigués.
Et en général, forcément, il l'attribue à la maladie, au traitement. Voilà. Donc quand même quelque chose qui est très fréquent. Alors le diagnostic, il faut, c'est vrai, y penser, enfin l'évaluer et poser finalement la question. Alors, donc l'évaluation, c'est vrai qu'il y a plusieurs échelles qui sont décrites, là je les ai pas reprises forcément, parce que je trouve la plus simple qui est décrite, c'est l'EVA, comme la douleur, en fait, entre 1 et 10, où vous vous placez. Donc c'est l'échelle la plus simple qui est proposée pour évaluer la fatigue. Sachant, bon, comme l'EVA, mais peut-être encore plus pour ce problème de fatigue, il semble que c'est quand même... La difficulté, c'est que ce n'est pas toujours forcément reproductible, même chez le même patient, et en plus en fonction des différents intervenants. Mais bon, ça peut être un peu déjà une méthode au moins d'évaluation si on ne sait pas trop comment gérer. Alors il y a deux situations, c'est le malade qui s'en plaint. Donc, déjà, voilà, il est devant nous et puis il dit... voilà, je me sens vraiment fatigué. Donc là, c'est vrai qu'il faut rechercher des facteurs qui peuvent aggraver quelque chose qui existe. Et là, proposer éventuellement un bilan, on y reviendra après. Et puis, sinon, on peut lui donner des conseils, on en reviendra après, par rapport à comment gérer cette fatigue si elle ne semble pas être sur une cause bien spécifique. Et puis, en tout cas, si le malade, des fois, il ne s'en plaint pas, on verra pourquoi un petit peu après. Il faut peut-être y penser si par contre il dit qu'il dort pas bien, ou c'est la famille qui dit il est énervé, il n'est pas comme d'habitude, ou alors s'il fait plus rien, quoi. Il arrive, il se plaint pas d'être fatigué, mais bon, quand on lui demande, il fait rien à la maison, il bouge plus. Donc ça, c'est peut-être quelque chose où il faut se dire bon, il y a la maladie, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à une fatigue plus importante? Donc déjà les deux cas, est-ce qu'il l'exprime spontanément ou pas? Alors, comment ça peut être sous-estimé? Donc le patient, déjà, je mets fatalité, oui, un patient, déjà, il a un cancer, alors forcément, on a un cancer, on est fatigué, puis on a de la chimio, c'est normal, ça fatigue, on a de la radiothérapie, ça fatigue. Donc finalement, il ne s'en plaint pas parce que c'est normal. Bon. Après, il peut avoir peur qu'on modifie son traitement. Et ça, c'est vrai que nous, on constate assez souvent, les patients, ils minimisent, alors que ce soit la fatigue ou beaucoup d'effets secondaires de traitement, parce qu'ils ont peur de... S'ils nous en parlent, on dise on va diminuer les doses, on va réadapter ou on va changer le traitement. Et probablement cette peur d'un sous-traitement ou d'un mauvais traitement du fait d'une mauvaise tolérance fait que le malade, il ne se plaint pas. Mais il faut peut-être être attentif à essayer de dépister ça. Parce que ça va, ou alors rassurer le patient que ça ne va pas forcément changer son traitement et qu'on va voir à côté qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette fatigue. Et puis, il y a aussi, on en parlait déjà ce matin pour les autres thérapeutiques, c'est aussi le médecin, il n'a pas le temps, donc le malade, il se dit, effectivement, il a autre chose à faire et je ne lui en parle pas. Mais c'est là aussi, on aura sûrement besoin, dans les équipes, si ce n'est pas le médecin, si c'est l'infirmière, le psychologue, savoir un petit peu, mais après que les informations reviennent pour qu'on sache que ce patient, il est plus fatigué qu'il ne devrait. Et puis après, il y a le médecin qui sous-estime sûrement la fatigue de ses patients. Alors c'est pareil, le médecin, on se dit, oui, c'est normal, il est fatigué, il a la chimio, c'est normal. Puis je pense, alors c'est vrai que ça m'a fait pas mal revenir sur certaines choses. Le patient, il vient, il nous dit, je suis fatigué, on a envie de lui dire, c'est un peu normal. Alors on peut aussi, parce qu'on n'a pas le temps, la consulte elle avance, et puis on sait qu'il y en a déjà 3 qui attendent derrière, oui, on n'a pas trop de temps, alors la fatigue, on n'a pas trop envie de s'apesantir, puis on se fatigue aussi, donc ça peut être aussi une raison pour laquelle on n'a pas envie d'en parler. Et puis aussi on peut ne pas être disponible, parce que finalement, on a d'autres choses à annoncer, pas forcément super, donc la fatigue, dans le compte, il faut lui annoncer ou une récidive, ou un truc qui se passe pas bien, et à ce moment-là, on n'est pas disponible, c'est pareil, c'est un peu le temps, mais aussi la disponibilité aussi psychologique, de se dire, la fatigue, c'est pas important à côté du fait de ce que je lui ai annoncé. Donc c'est vrai que dans des consultations qui sont un peu compliquées comme ça, la fatigue, peut-être que le malade il va nous dire je suis fatigué, mais que nous on ne va pas l'entendre parce qu'on sait qu'on a d'autres choses à lui dire derrière. Donc tout ça fait que finalement, quand on arrive à se dire que 80% on arrive à recueillir de patients fatigués, mais il y a plein de choses où on n'a pas parlé de la fatigue. Alors, après, comme tout en médecine, c'est l'interrogatoire, où il faut demander un petit peu les plaintes.
Et puis, donc la fatigue, comme je disais tout à l'heure, il y a différents éléments. Hein. Donc il y a la fatigue psychologique où le malade il n'a pas envie, il n'a pas de courage. Donc c'est vrai que on va peut-être se tourner vers des facteurs dépressifs ou simplement de fatigue psychologique. Après, en fonction de tout ça, on fera intervenir différentes choses. Il y a la fatigue musculaire. Par manque d'endurance, en fait, le malade se plaint, finalement, je peux plus faire ça, ou je suis vite fatigué, j'ai mal partout. Et puis la fatigue cognitive, en fait, là, qui est peut-être plus différente, et puis qui peut être majorée aussi par certains traitements, avec des manques de concentration, de maîtrise de soi. Mais tout ça, finalement, c'est toujours englobé dans la fatigue, mais peut se traduire un petit peu différemment selon les patients. Alors là où c'est important par rapport à cet interrogatoire, c'est aussi finalement la connaissance du stade de la maladie du patient. Parce que forcément, ça va être très différent si c'est un patient qui est en traitement adjuvant, il a été opéré, il a ses traitements complémentaires, ce qui certes vont peut-être entraîner de la fatigue, mais il n'a pas d'autre raison. Hein, à côté d'un malade qui a une maladie métastatique, on va revenir après aussi, où là, c'est vrai qu'on va interpréter forcément différemment la fatigue, puisqu'il peut y avoir d'autres symptômes qui engendrent des difficultés. Hein, donc ça, c'est vrai que la fatigue, oui, mais elle rentre aussi dans un cadre du patient avec sa pathologie à différents moments du traitement. Et on va voir un petit peu la suite après. Donc voilà, en tout cas, dans les causes de cette fatigue, il faut différencier le malade qui est en cours de traitement du malade qui est en rémission ou en surveillance, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes craintes ou les mêmes diagnostics d'élimination. Donc, en cours de traitement du patient, la chose qu'on peut craindre, c'est que le cancer, en fait, il évolue, et donc que le patient ait une anémie, ce qui est assez fréquent, hein, avec des syndromes inflammatoires. Bon, ça peut être aussi lié au traitement, mais donc l'anémie, en soi, ça fatigue, qu'il y ait une infection, une dénutrition. Donc ça, c'est des gros facteurs d'asthénie chez les patients. Ensuite, la dépression, hein, on voyait tout à l'heure dans les niveaux, il y a la fatigue physique, mais la fatigue psychique. Et bon, c'est vrai qu'on peut vite dire le patient il est anxieux, déprimé, mais on a des dépressions vraies et qui sont peut-être aussi minorées, mais qui font que ça augmente la fatigue des patients. Alors après, comme on disait, il y a les causes iatrogènes, donc nos thérapeutiques, chimio, radiothérapie, thérapie ciblée. Mais il ne faut pas non plus oublier tous les traitements symptomatiques qu'on donne à côté, hein, et notamment les psychotropes, qu'on va donner parce que, oui, les patients sont angoissés, mais du coup, des fois, ils en ont peut-être un peu trop. et puis les morphiniques. Hein, et c'est vrai que des fois, il faut se poser la question aussi, il dort drôlement, oui, peut-être finalement, il n'a plus besoin de cette dose-là, et qu'en diminuant, il va peut-être être mieux. Donc, quand même, penser à ces causes iatrogènes à la fatigue, parce que finalement, là, ça peut être assez simple de diminuer cet état. Les douleurs, c'est aussi une grande cause de fatigue. Alors, on donne des morphiniques, il faut en donner, mais pas trop. Mais voilà, si le patient est douloureux, forcément, ça va se traduire par de la fatigue physique et psychique. Et puis aussi penser aux autres comorbidités des patients, parce qu'ils arrivent, ils ont un cancer, mais ils avaient peut-être d'autres choses avant, qui peut se décompenser du fait des traitements, du fait de la maladie, notamment le diabète. Et c'est vrai que s'il a un diabète décompensé, ça arrive régulièrement que les patients arrivent pas bien du tout, et en fait, ils sont en coma hyperglycémique, donc ils ont été fatigués un certain temps, puis personne n'a repensé à contrôler ça. Donc ça, c'est vrai qu'en cours de traitement, avec tous les traitements qu'on peut avoir, mais il faut quand même aussi penser à d'autres causes à côté que le cancer. Et puis, il y a le cas aussi du malade à qui on a fait des traitements, puis qui est en cours de surveillance, hein, soit en phase métastatique ou en phase adjuvante. À quoi il faut penser? Alors, c'est vrai que l'angoisse première du patient, mais éventuellement du médecin, c'est est-ce qu'il rechute, puisque ça peut être un signe de maladie. Donc, c'est vrai qu'il faudra se poser quand même plus ou moins la question en fonction de la traduction. Ça peut être finalement, il est fatigué parce que comme s'il n'a pas fait de choses particulières, il ne sait plus faire d'efforts. Donc c'était là où tout à l'heure on parlait de la fatigue musculaire, et puis on va en reparler après avec l'activité physique. C'est que finalement il n'a rien fait, donc musculairement, il n'est plus capable de faire des choses, et que du coup, il essaye, mais il n'y arrive pas. Après, il y a les séquelles des traitements. Hein. Alors bon, c'est vrai que ça pourrait être des problèmes métaboliques sur des grosses résections digestives, enfin tout ce qu'on veut, qui peuvent entraîner quand même une fatigue, parce que donc là où des troubles ioniques, des choses particulières.
Il faut se méfier d'autres pathologies. Hein. Régulièrement, en cours de surveillance, on découvre des maladies inflammatoires rhumatismales, d'autres pathologies neurologiques, mais qui n'ont rien à voir avec le cancer. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même chercher. Et puis, l'inverse, la fatigue physiologique, des gens qui se remettent trop à fond. Donc, ils font surentraînement sportif, ou finalement qui ne sont plus adaptés à leur poste de travail, et que finalement, ça entraîne une fatigue qui vont s'arrêter de nouveau travailler. Hein. Donc, tout ça sont des éléments qui paraissent moins importants, mais qui peuvent quand même traduire cette fatigue qu'on voyait qui était presque de 30% chez des patients après les traitements. Voilà, on va passer un petit peu à la prise en charge. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Alors, déjà en parler aux patients et puis donner des préconisations, ça peut être déjà de rassurer les patients. Je dirais rassurer les patients, puis au moins les écouter. Parce que je pense que ça, c'est, comme on disait tout à l'heure, ils disent le médecin n'a pas le temps. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais au moins les rassurer. Et si on arrive à évaluer la fatigue, de se dire, ça c'est vrai qu'il a cette chimio-là, ça s'explique parce qu'il y a ce traitement-là. Ou alors, non, c'est un peu bizarre qu'il soit fatigué à ce point-là. Et puis alors donc là, ce que j'ai mis après, c'est dans les recommandations de l'AFSOS, qui ne sont pas dans toutes les recommandations aux États-Unis ou d'autres recommandations internationales, ne sont pas allées jusque-là. Mais dans le référentiel de l'AFSOS, c'est mis ne pas conseiller repos et sieste. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire vous êtes fatigué, reposez-vous, quoi. C'est facile. Et donc là, pas de sieste, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc. Voilà, et on va y revenir finalement, c'est que le fait, oui, il y a cette fatigue, mais il ne faut justement pas forcément faire que se reposer. On arrive au déconditionnement physique dont on parlait, à la fatigue musculaire. Donc finalement, l'idée étant de se dire, oui, il faut se reposer, mais sur les périodes de sommeil peut-être, et avoir cette activité qui va entraîner une fatigue et un repos différent. Hein. Donc on va petit à petit se diriger vers l'activité physique, mais c'est vrai que c'est finalement ce qui va sûrement être le mieux. Donc, essayer de dire aux patients de s'adapter par rapport à cette fatigue. Alors, si on en vient déjà, en tout cas au niveau de la prévention, parce que on va voir la prise en charge une fois que les patients sont fatigués, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites en prévention. Donc, c'est dès le début de la prise en charge des patients, de se dire que, c'est vrai, ils sont fatigués par leur maladie, on va leur imposer des traitements, et d'emblée, penser peut-être à l'activité physique, alors adaptée ou en fonction, mais dès le début de la prise en charge. Hein. Donc ça, pour, finalement, s'ils ne sont pas encore fatigués, éviter qu'ils ne le soient trop. Dépister le plus vite possible les troubles psychologiques qui vont entraîner et majorer tout ce qui va être à côté de la fatigue physique. Et puis, on en revenait tout à l'heure, traiter des nutritions et douleurs, parce que tout ça, c'est des facteurs qui aggravent forcément. Et ça, finalement, c'est dès le début, quoi, à tout ça de la maladie, mais des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Donc après, dans la prise en charge, c'est vrai qu'on disait éviter le repos, la sieste. Alors il y a les techniques d'économie d'énergie, c'est-à-dire, c'est vrai que depuis que j'ai travaillé, finalement, j'ai vu des patients là, cette semaine en consultation, je leur dis plus pareil, parce que je dis, oui, vous allez avoir le traitement, vous allez être fatigué par le traitement, mais vous faites des choses, mais répartissez-les différemment. Hein. C'est plutôt que de faire 2 heures de ménage, vous fractionnez, mais vous le faites quand même, quoi. Vous arrêtez pas complètement de toute activité. Alors il y a des gens, ça les booste un peu, puis d'autres qui sont contents finalement, où on leur dit, mais si, vous avez le droit de faire des choses. Mais du coup, ces techniques d'économie d'énergie, voilà, c'est d'avoir des temps de repos, mais des temps quand même d'activité, donc faire le quotidien. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, globalement, ce qui est repris de la littérature, c'est qu'il n'y a pas de médicaments qui vont faire quelque chose sur la fatigue. Pourtant, les patients, ça, ils nous réclament tout le temps. Mais docteur, vous n'avez pas des vitamines, un stimulant? Donc, non, il n'y a rien qui marche. Hein, alors, il y a toujours des essais. Alors, ce qui est proposé le plus souvent, c'est des corticoïdes. Alors, c'est vrai que ça fait bien un moment, mais... tout ce qui va être aussi progestatif, c'est assez souvent proposé. Mais en fait, sur les études qui ont été faites, ça ne change pas franchement grand-chose. Donc, en dehors des traitements étiologiques, hein, donc ça, voilà, il faut traiter les symptômes, comme on a vu, hein, l'hypercalcémie, le diabète, tout ça, il faut les traiter. Ça, forcément, ça va aider, mais les autres traitements médicamenteux, ils ne vont rien changer.
Donc la prise en charge psychologique, on y revient, on a vu, que ce soit dépression ou anxiété, c'est vrai que tout ça va majorer la fatigue des patients, et c'est vrai qu'il faut la prendre. Et bon, alors, j'entendais parler de la prise en charge psychologique, c'est vrai que je pense que dans tout ça, ça a tout à fait sa place, pour pouvoir un petit peu proposer des choses aux patients. Et puis donc la dernière chose qui a émergé depuis plusieurs années, là, c'est la réhabilitation physique, et on va voir un petit peu détaillé, puis après, je pense que c'est sur ça qu'on va discuter. Alors, j'ai remis un petit peu les définitions, parce qu'on entend un peu parler de tout, sur faire du sport, faire de l'activité physique adaptée. Donc, il y a des définitions finalement précises. L'activité physique, en fait, c'est toute activité qui augmente la dépense d'énergie par rapport au repos. Donc finalement, l'activité physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça comprend aussi les activités ménagères, on va faire ses courses, enfin on ne reste pas assis devant la télé ou en train de faire la sieste, donc ça c'est considéré comme une activité physique. Alors c'est vrai qu'après elle peut être plus ou moins importante, mais c'est quand même une activité physique puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des patients qui en ont pratiquement plus, quoi. Et puis tout est délégué à la famille qui s'adapte, et puis finalement c'est là où ils en font de moins en moins. Donc c'est différent de l'activité physique adaptée, qui va être un petit peu plus notre sujet, qui est un moyen qui permet la mise en mouvement de ces patients, qui ne pourraient pas faire une activité physique normale du fait de leur maladie, des traitements. Donc c'est ça vraiment l'activité physique adaptée, où on est bien conscient qu'il y a des choses qui peuvent être liées soit à la maladie, soit au traitement, qui font que le patient, on veut qu'il fasse une activité physique, mais celle qu'on lui proposerait ne serait pas forcément adaptée à son état. Et puis tout ça, c'est différent des activités sportives. Et là, si on s'inscrit au club de sport, qu'a des règles, qu'a une fédération, qui fait des compétitions ou pas, mais ça, c'est l'activité sportive, qui est ce qu'on pense quand on dit activité physique. Tout de suite, on pense au sport. Mais c'est pas l'activité physique adaptée, c'est pas forcément ça, même si ça passe par souvent une activité sportive, mais qui est adaptée. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que ça a apporté, puisqu'il y a eu des études, pourquoi maintenant on propose ces activités physiques adaptées? C'est que l'activité physique adaptée permet de diminuer la fatigue. Donc on a dit, il n'y a aucun traitement qui marche, mais ça, a priori, ça marche, puisque à tout stade de la maladie, ça diminue de 25% la fatigue chez les patients. Donc ça fait quand même pas mal, sur 4 qui se sentent moins fatigués. En tout cas, 18% pendant les traitements, c'est vrai que c'est là peut-être c'est un peu plus difficile, mais en tout cas 36% après. Donc quand on voit qu'on se dit qu'il y a presque un tiers des patients qui disent à distance des traitements qu'ils sont fatigués, s'il y en a finalement au moins un qui n'est plus fatigué parce qu'il a permis ça, je pense que c'est important. Et en tout cas, actuellement, c'est le seul traitement de la fatigue qui est validé en cancérologie. Alors, en tout cas, ça aide aussi. Alors, c'est vrai que sur la fatigue, mais c'est aussi reconnu le bénéfice de cette activité physique sur la qualité de vie. Donc, ça, c'est à côté de la fatigue, mais finalement, on se dit que c'est quand même assez lié. Sur la qualité de vie, sur l'état psychique et émotionnel, et aussi sur l'observance et le traitement. Et ça, je pense que c'est très important, notamment dans les cancers du sein, où on commence à avoir des études sur l'observance des hormonothérapies à 5 ans, où on s'aperçoit que, je crois que c'est pratiquement un tiers des patientes ne prendraient pas leur traitement. Je crois que c'est... Oui, à 3 ans. Donc finalement, c'est vrai qu'on part sur 5 ans de traitement, c'est vrai qu'avec des effets secondaires qui ne sont pas forcément nuls, et si on peut permettre aux patientes qu'elles prennent le traitement comme il faut, c'est important. Voilà. Alors après, des petites choses simples, mais c'est vrai qu'ils sont importantes parce que l'activité physique adaptée, ça se développe beaucoup, mais c'est vrai que ça répond quand même à des règles. Déjà, c'est une activité qui doit être adaptée au patient et pas l'inverse. C'est pas le patient qui s'adapte on lui dit de faire ça, s'il peut pas, voilà. Donc l'activité doit être faite pour lui. Et puis, il faut que les encadrants de ces activités soient formés. Donc Xavier parlait ce matin de sessions de formation justement pour les activités sportives, parce que la plupart du temps, effectivement, c'est déjà des gens qui encadrent, qui sont des encadrants sportifs, diplômés dans des structures sportives, mais il faut quand même qu'ils aient cette formation, connaître un petit peu la pathologie des patients, et justement leurs contre-indications ou leur possibilité ou non de faire certaines choses. Et puis, d'avoir un peu une idée de ce que c'est d'avoir un cancer, d'avoir des traitements, d'avoir
Puis des fois des gens qui vont pas forcément très bien, ce qui n'est pas évident pour des gens qui travaillent dans les activités sportives, où en général, quand on vient se faire du sport, c'est qu'on est en pleine forme. Et que dire, des fois, on discutait tout à l'heure, il y a des gens qui vont venir faire des activités sportives et puis qui vont plus venir, et parce que, voilà. Donc c'est vrai que pour des encadrants de sport, c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont souvent confrontés, qui peut être aussi difficile. Enfin, dans les deux sens, c'est ça, ils vont accueillir des gens malades, mais eux, ils vont se prendre aussi des fois des choses auxquelles ils sont pas prêts dans ce sens-là. Donc le but de l'activité physique adaptée, c'est de reprendre une activité ou de la poursuivre, puisqu'il y a des gens qui étaient sportifs, mais dans un but encadré et surtout pouvoir continuer, puisqu'on disait finalement, sinon il y a une désadaptation qui se fait. Puis après, ils vont continuer leur activité physique, soit toujours de façon encadrée, si ils sont toujours en cours de traitement ou ils ont une maladie plutôt métastatique, ou alors ça peut être un moment pendant leur parcours de soins dans l'après-cancer, et finalement pouvoir retrouver des structures sportives normales, entre guillemets. Et puis, une des choses aussi très intéressantes maintenant qui commencent à être décrites, c'est que ça diminue les risques de récidive pour un certain nombre de cancers, et même en prévention primaire, on n'est pas cité, mais en tout cas dans les cancers du sein. Alors ça, par le biais sûrement de l'activité sportive qui modifie quand même le métabolisme au niveau des œstrogènes et aussi de l'insulinorésistance, qui sont des facteurs actuellement connus dans les cancers du sein, ou la récidive et le cancer du sein, l'apparition du cancer du sein. Donc c'est vraiment pour une activité physique pas forcément non plus intense, où là on a quand même démontré qu'il y avait cet intérêt. Dans le côlon aussi, ça a été démontré, mais pour des activités physiques plus importantes, donc là il faut quand même aller un petit peu plus pour la prévention, et aussi dans la prostate, sur des choses modérées, parce que c'est vrai qu'on s'adresse aussi à des populations plus âgées, mais s'ils font de la marche régulière, tout ça, ça va diminuer l'évolution ou le risque. Voilà, en tout cas, c'est vrai que finalement, je remercie Stéphane et ses collègues de m'avoir proposé ça, parce que c'est vrai que ça m'a amené un peu un regard différent sur l'asthénie, parce que j'étais peut-être des fois un peu de temps en temps sur le côté fataliste, oui, c'est normal, fatigué. Quand même se poser les questions, parce que c'est vrai que c'est pareil, écouter ou se dire le malade il est fatigué, mais c'est peut-être pas normal. Voilà, parce que c'est ça, se dire c'est normal. Non, c'est peut-être pas normal, il faut se reposer des questions, à se dire est-ce qu'il ne faut pas quand même chercher une autre cause à côté. Et puis, voilà, je pense qu'il faut encourager l'activité physique adaptée ou l'activité physique globalement, en coordination avec les structures sportives, et qu'il faut aussi qu'ils soient quand même en lien avec nous, je pense, pour essayer d'organiser ça à tout niveau. Voilà, je vous remercie. Merci Laure d'avoir réussi le défi brillamment. Je voulais vous présenter les modératrices qui sont donc des spécialistes de l'activité physique. Laurie Aulnet, qui est professeure d'activité physique adaptée au Centre François Baclès, et le docteur Anne Beignet, qui est gynécologue et spécialiste aussi des activités sportives et qui travaille en collaboration avec Laure à Cherbourg. Je vous laisse, on prend 5 minutes pour les questions et le débat avec la salle. Je crois que Laure nous a fait un panorama très complet de l'asthénie, et je pense qu'il y a peut-être des questions sur... Moi j'en ai une tout d'abord. Tu nous as parlé de déconditionnement physique et surentraînement. Donc évidemment, là, on parle d'un juste milieu dans ce choix des activités, à la fois dans l'intensité et dans l'encadrement. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moment préférentiel pour peut-être même pratiquement préventif de cette asthénie pour en parler aux patients et les insérer dans un système d'activité physique adaptée? Alors finalement, quand on relit tout ça, c'est vrai que c'est très précoce ce qu'on dit, et que finalement, dès les premières consultations, pratiquement... alors c'est vrai que nous, quand on les voit, ça fait peut-être déjà quelques temps qu'ils ont été pris en charge, mais une fois que le diagnostic est posé, probablement c'est dès ce moment-là il faut proposer aux patients. Donc ça peut être le chirurgien si c'est des patients qui sont opérés, mais je pense que ça va être le plus précocement possible, même si l'activité physique elle va pas être forcément adaptée dans le cadre de structures, parce qu'en fonction des traitements il y a des choses qu'on va pas forcément faire. C'est vrai que la piscine pendant la chimiothérapie, des fois on craint un peu parce que les infections, il y a des choses comme ça, ou s'il y a des toxicités. Donc, mais à certains moments, il va peut-être pouvoir faire quand même des choses. Et dès le début, je pense que, c'est ce qui est décrit, le plus précocement possible,
Il faut demander aux patients et au moins, c'est ça, l'idée aussi qu'ils n'arrêtent pas tout parce que c'est là où on va arriver à ce déconditionnement physique, musculaire, qui va être difficile à récupérer et probablement qui génère ces fatigues post-thérapeutiques qu'on constate. Oui. Bonjour, moi je suis infirmière à l'hôpital de jour de Saint-Lô. On est un tout petit centre, enfin une toute petite équipe. On n'a aucun moyen de leur faire faire du sport à l'hôpital ou des centres adaptés. Quels conseils je peux leur donner et quel rythme je peux leur conseiller? Parce que moi, à part leur dire, voilà, vous faites les choses à votre rythme, comme vous pouvez, je n'ai pas d'autres conseils à leur donner actuellement. Très bonne question. Alors, ça dépend vraiment déjà de l'état de fatigue de la personne. En général, c'est une activité plutôt modérée qu'il faut leur conseiller et plutôt sur de l'endurance. Donc, ça va être plutôt de l'endurance aérobie ou de l'endurance musculaire. Leur conseiller d'aller dans une salle et porter des poids, de la fonte, c'est pas vraiment l'idéal quand on est en traitement. Donc, le mieux, oui, c'est des mouvements plutôt de gymnastique douce où là, on va aller chercher de l'endurance musculaire vraiment sur des répétitions et de l'endurance aérobie sur de la marche essentiellement, ou de la course pour ceux qui veulent faire de la course, mais à une allure modérée. Voilà. Et en général, on pratique... ce qui est conseillé, c'est 30 minutes par jour. Maintenant, quand on est en traitement, on peut conseiller 3 fois par semaine. Voilà. Le mieux, c'est 3 fois par semaine, au moins 1 heure. On peut le faire tout seul ou il faut être encadré? Alors le gros intérêt, c'est quand même de trouver des structures qui encadrent un petit peu ce genre d'activité, non pas parce que la marche, on peut en faire tout seul, mais quand même pour avoir le deuxième volet de l'intérêt de ces activités physiques adaptées, c'est-à-dire le côté psychologique, d'effet de groupe et de savoir qu'il y a un groupe qui vous attend pour partir, etc. Enfin, c'est quand même autre chose que de se dire, je vais faire mes 20 minutes là, il pleut, je vais attendre 5 minutes. C'est pas pareil. Hein. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'activités qui sont accessibles de cet ordre-là. Tout dépend après de la précocité avec laquelle on le propose aux gens, je pense. J'ai envie de vous répondre. Je suis psychologue à Cherbourg, donc rien à voir. Mais à Saint-Lô, il y a Ciel Bleu qui propose de l'APA. Il faut s'adresser à la Ligue contre le cancer. Tout est répertorié sur le site. J'interviens aussi sur le site du réseau ou sur le site de l'ARS. Toutes les structures qui ont suivi la formation, donc il y en a 60 à ce jour, sont cartographiées sur la Basse-Normandie. Et donc avec les coordonnées des éducateurs sportifs qui ont suivi la formation. Alors, ce n'est pas une question vraiment. Bonjour, je suis infirmière, ancienne patiente aussi. Un petit coup de colère. Merci pour votre intervention. Quelque part, j'ai envie de dire, colère par rapport à l'asthénie. Vers qui s'adresser quand finalement on a été traité, a priori tout va bien. Les patients aussi se plaignent de ne pas être vraiment pris au sérieux. Et voilà. À qui s'adresser, vers qui se tourner quand les spécialistes, c'est pas leur problème. Il faut aller voir le médecin généraliste. Et le généraliste va vous envoyer une ordonnance avec peut-être un antidépresseur pour que ça aille mieux dans votre tête et gérer l'asthénie, ou un petit tardiféron qui fera rien de plus. Voilà, donc un petit coup de colère. Merci de votre intervention. Oui. Alors, de toute façon, ça, c'est vrai que ça reste complexe. Alors après, je pense que c'est tout le but du programme après-cancer qui commence, qui n'est pas simple à mettre en place parce que c'est des choses auxquelles on s'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients, c'est vrai, après cancer, comme vous dites, les spécialistes n'ont pas forcément le temps, les patients ont l'impression d'être seuls, de toute façon c'était ce qui ressortait, et donc c'est de au moins proposer aux patients ce qui peut exister. Alors c'est vrai que c'est dans chaque centre, qu'est-ce qui a été mis en place, donc que ça soit sur le côté psychologique, avec les oncopsychologues des services qui voient éventuellement les patients après les traitements, que ça soit des groupes de parole aussi qui soient externes, et puis
puis que ça soit des activités physiques adaptées. Donc après, c'est vrai que c'est chaque centre qui essaye d'organiser les choses autour des structures, hein, et bon, c'est pas simple à mettre en place. Ça se fait progressivement. Je sais que nous, à Cherbourg, la première activité physique qu'on a eu adaptée, ça a été avec la natation, mais on en a parlé 3 ans avant de commencer à mettre les choses en place. Ça n'a pas été simple. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se développent. C'est vrai que parce que bon, je pense que les plans cancer ont aidé. On est dans la phase où effectivement il faut mettre en route le programme après cancer. Mais c'est pas simple à mettre en place. On en est toujours des fois à mettre en place le programme traitement du cancer, plan de soins personnalisé. C'est une conscience récente. Alors peut-être que le programme de sport sur ordonnance qui est en train de se mettre en place sous l'impulsion de notre bon gouvernement actuel et de notre bonne Marisol Touraine devrait pouvoir aboutir à ce genre de propositions des généralistes. Alors, Monsieur Blaiseau le disait tout à l'heure, les ordonnances pour les activités physiques adaptées post-cancer vont arriver dans les cabinets des médecins généralistes. Préfètes, de façon à les orienter. Voilà. On peut espérer que ce genre de choses facilitera l'accès à ces prises en charge sportives post-cancer, quoi. Hein, c'est un petit peu fait pour ça. Je peux dire un mot là-dessus, justement. Donc, le document de prescription médicale a été fait en collaboration avec l'URML. Ils sont tous partants. Ça a été présenté en bureau du URML. Donc voilà, je pense qu'effectivement, pour répondre à votre question, peut-être que les médecins ne savaient pas avant qu'on pouvait proposer l'activité physique. Maintenant, ils le savent, donc peut-être qu'ils vont le dire. Côté hospitalier, on avait demandé à Laure, en prêchant une convaincue. Moi, j'avais une question justement à Laure. Comment on peut informer et convaincre tous tes collègues de Basse-Normandie ? Bravo, excellente question. Leur envoyer le petit topo que j'ai essayé de faire, les inviter à regarder le site de l'AFSOF. C'est vrai que les recommandations, elles sont quand même bien faites. Après, c'est vrai que ça passe par là. Mais c'est vrai que là, il y avait une remarque qui disait que c'est pas quelque chose de courant. Et c'est vrai qu'actuellement, déjà pour les douleurs articulaires, on disait sous hormonothérapie, ça fait déjà un moment qu'on disait que de faire du sport, c'était mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus de convaincre les patientes qui effectivement disent cette fatigue, qui disent j'ai mal partout, et je leur dis oui, il faut faire du sport. Alors là, j'avoue que je n'ai pas forcément... elles se disent elle est gentille, mais bon. Mais c'est vrai que j'ai quelques exemples dans l'autre sens où je vais vraiment dans ce sens-là, parce que j'ai une patiente, je lui ai dit ça pendant 1 an, puis la fois d'après, j'étais contente, elle est revenue me voir, elle me dit depuis que finalement j'ai fait du sport, j'ai plus mal. Donc je la prends comme exemple. Hein. Mais c'est vrai que c'est bon du côté des médecins, j'avoue que c'est vrai que c'était cette espèce de fatalité, on commence à connaître les choses, mais aussi dans la population générale, on est fatigué, on se repose, quoi, globalement. Alors que là, finalement, c'est l'inverse qu'on dit, vous êtes fatigué. Bon, effectivement, il faut quand même aller peut-être un peu plus dans le diagnostic, mais une fois qu'on est resté sur la fatigue globale, c'est bougez-vous, finalement. Donc, c'est un peu dit rapidement, mais je dirais que c'est des deux côtés où il va falloir que ça soit quelque chose qui rentre aussi globalement dans la prise en charge des patients. Et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle à tous aujourd'hui, de façon à ce que vous le transmettiez à vos patients, pour qu'eux soient au courant, soyez médecins ou pas, qu'eux fassent cette démarche-là aussi. On a le temps juste pour une dernière question. Une remarque en fait et une question. Donc la remarque, c'est de dire que souvent les troubles du sommeil, la fatigue, dans ce que j'ai pu remarquer, je suis psychologue, sont souvent liés à des troubles du sommeil également. Donc les patients sont fatigués mais dorment mal. Et de rajouter que la prise en charge psycho-oncologique n'est pas forcément que en termes de techniques d'écoute ou cognitives. Elle peut aussi se baser sur des techniques de relaxation, de méditation pour aider le patient à mieux dormir. Parce que souvent, il y a vraiment une moindre qualité de sommeil liée à des ruminations, très souvent. Et puis la question, c'était par rapport au traitement médicamenteux, parce que j'avais cru comprendre, là, plus dans le cadre des soins palliatifs, que certains traitements pouvaient être mis en place en termes de, par exemple, les amphétamines, Ritaline, mais j'avoue que je ne l'ai jamais observé, par contre, sur le terrain, mais effectivement,
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans certains cas, parce qu'on donne beaucoup d'antidépresseurs, psychotropes, anxiolytiques, mais je vois rarement des amphétamines prescrits, même pour des cas d'asthénie quand même intense, qui gênent énormément la qualité de vie du patient. Et je vous remercie d'ailleurs de mettre l'accent sur l'asthénie, parce que c'est vrai que c'est quand même un des troubles qui est très important. Et d'ailleurs, souvent, dans les causes de la non-expression de l'asthénie, il y a souvent exprimé par le patient le fait que... Bon, un sentiment de dette, en fait, de dire, déjà, le médecin est bien gentil, entre guillemets, de me soigner, donc je vais quand même pas me plaindre de ma fatigue. Oui. Mais par rapport au traitement médicamenteux, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, jamais il y a possibilité de le mettre en place? Après, on peut toujours mettre des choses en place, mais effectivement, dans les études qui ont été faites entre rien ou ces traitements, puisque c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on dit, on a tendance un peu à faire, ou des corticoïdes, alors ça peut être un tout, rien n'a montré que c'était finalement mieux. Et la seule chose qui a montré que ça diminuait la fatigue, finalement, actuellement, c'est l'activité physique. Oui, je reprends la parole. Donc, je disais tout à l'heure psychologue à Cherbourg, mais avant d'être psycho-onco, j'ai été patiente. Donc, j'ai un retour aussi à faire. Et pour vous répondre, monsieur, en complémentarité de ce que disait Madame Kaluzinski, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de place faite aux patients, ce qu'on appelle maintenant les patients experts, dans toutes ces journées, ces colloques, ces congrès, pour que justement... ce que rapportait votre patiente de « Ah ben oui, finalement, oui, c'est très bien que je fasse du sport », c'est les patients qui sont peut-être les meilleurs rapporteurs dans ces cas-là pour convaincre les autres patients de « Je l'ai expérimenté, allez-y ». Voilà. Xavier, c'est bien, tu vas pouvoir organiser une grande journée. Alors, je peux déjà répondre un petit peu. Il y a 5 vidéos de 5 minutes sur le site où il y a des intervenants, des professionnels et des patients. Perdez pas trop votre temps avec les témoignages des professionnels qui sont intéressants. Regardez surtout ceux des patients. Et là, c'est là qu'on a toute la réponse. Donc, on a fait ces vidéos-là. On les a postées sur le site. On en a informé justement l'ensemble des professionnels. On s'est dit que c'était peut-être le moyen d'aller les voir régulièrement ou les découvrir à n'importe quel moment et de se rendre compte effectivement que les témoignages des patients, ça vaut toute réponse. Parce que tous les patients disent... On se sent mieux, on revit, on a une diminution de l'anxiété, on dort mieux. Voilà, c'est le meilleur témoignage, effectivement, les patients.